Chers compatriotes, bonjour. Sera certainement la deuxième vidéo que je fais dans le but de consolider mon soutien à un anglophone, mon soutien à Maître Akere. La vidéo précédente, je l'ai faite pour expliquer ce soutien. Je vais continuer à justifier le bien fondé du soutien à Maître Akere Mouna, de par les idées qu'il a pour notre pays, de par la nécessité pour nous, à l'occasion de cette élection présidentielle qui s'annonce, de nous montrer juste, d'utiliser cette élection comme un moyen de rendre justice au peuple anglophone qui a beaucoup donné pour que ce pays soit ce qu'il est. Et cette vidéo sera également l'occasion pour moi d'exhorter les anglophones. Les anglophones du Cameroun, ceux qui sont à l'intérieur, qui souffrent énormément de l'aventure fâcheuse dans laquelle certains anglophones mécontents de la conduite des affaires et qui malheureusement ont décidé de prendre des positions extrêmes, insoutenables, comme la sécession, leur impose, certains anglophones imposent des souffrances extraordinaires à l'essentiel de la communauté anglophone. Et parce que ces anglophones souffrent des positions politiques extrêmes prises par quelques-uns d'entre eux, ils doivent se mobiliser. Ils ne doivent pas rester comme des spectateurs et laisser que la communauté francophone décide de leur sort. À l'occasion de cette vidéo, je vais les inviter fortement à se mobiliser autour de Maître Akere Mouna. Et j'expliquerai pourquoi. Mais avant de rentrer dans l'essentiel de cette vidéo, je voudrais dire mon étonnement par rapport à l'activisme primaire de certains individus, visiblement des voyous, qui se réclament de la nationalité camerounaise, qui écument la diaspora camerounaise et qui ont maintenant pour agenda le soutien que j'apporte à Maître Akere Mouna et qui se répandent sur des tas de vidéos pour demander à Maître Akere Mouna de se désolidariser de moi. Je voudrais leur dire aux gens de la basse, aux gens du code, tous ces regroupements nébuleux qui écument la diaspora camerounaise, étant entendu que beaucoup de ces gens ne sont pas camerounais pour avoir changé de nationalité, je voudrais leur dire que leur lutte avec des vidéos qui me concernent, ce sont des luttes dues au fait que mon soutien à
l'idée, au principe de la rotation du pouvoir, mon engagement pour que le pouvoir aille chez les anglophones les gêne. Ça les gêne. Ça les gêne parce que ce soit ceux qui s'expriment appartenant à la base, que ce soit des voyous comme M. Brice Nietzsche qui errent en Europe depuis des années, incapable de mettre ses pieds au Cameroun pour tous les différents torts qu'il a pu poser à la nation camerounaise. Ces gens-là, on les connaît. On les a vus longtemps avant que Akere Mouna ne dise un seul jour qu'il est candidat. On a vu le tort qu'ils ont déjà fait à la nation camerounaise en organisant des attaques contre le chef de l'État, en organisant des violences contre des ministres, en organisant des atteintes aux droits des artistes à se produire à l'étranger, des atteintes organisées sur des bases tribalistes. Parce que pendant qu'il fallait porter atteinte aux artistes comme les Grâces Descartes et consorts, on ne portait pas atteinte aux artistes bamileke. Eux, ils avaient le droit de se produire. C'est les autres qui n'avaient pas le droit de se produire. Des gens qui ont fait des réunions et ont fait des vidéos diffusées à l'issue de ces réunions-là, où ils envisagent de collecter l'argent pour financer les meurtres au Cameroun. Ces gens-là, qui sont de véritables ordures politiques, peuvent se croire doués du pouvoir de décider de qui peut soutenir Akere Mouna ou pas. Je n'ai pas attendu des esprits de cette sorte pour prendre position dans le champ politique camerounais. Premièrement, pour la rotation du pouvoir en faveur de la communauté anglophone. Quand je prends ces positions, je ne cherche pas à plaire. Il ne s'agit pas de plaire. Pour que vous vous battiez à démontrer que je suis tribaliste, que je suis ceci. Moi, je ne cherche pas à démontrer ce que tout le monde sait de vous. Tout le monde sait de vous que vous êtes essentiellement les ressortissants d'une communauté qui a amené la violence dans la vie politique et qui aujourd'hui encore se mobilise essentiellement sur une base tribaliste pour conquérir le pouvoir. Je n'ai aucune gêne de vous faire savoir que votre discours, il n'est que votre discours. Il ne trouve d'adhésion chez personne au Cameroun, tant tous les Camerounais savent exactement qui vous êtes. Quand vous aurez fini de collecter l'argent pour acheter des armes, pour alimenter les meurtres au nord-ouest et au sud-ouest, vous ne devriez pas oublier que vous êtes exclus. Vous vous êtes exclus vous-même du champ politique camerounais. Vous n'êtes pas recevable. Vous n'êtes pas fréquentable. Et ce qui vous gêne, c'est la pertinence de ce que je dis au profit de Maître Akere Mouna. Vous êtes en faute de croire que je ne savais pas que la force des idées que porte Maître Akere Mouna et que je défends, que j'expose,
la force avec laquelle j'expose ces idées qui constituent l'axe central de la pensée politique de Maître Akeremouna vous gêne parce que vous avez pris fait et cause sur des bases tribalistes pour M. Maurice Kamto. Et vous voyez très bien que ça n'emporte pas l'adhésion des Camerounais, à l'exception de quelques ressortissants de votre communauté qui se mobilisent les yeux fermés derrière des créatures du régime du président Biya que vous prétendez combattre. Non, vous ne combattez pas le régime du président Biya. Vous agissez à l'effet d'enlever Paul Biya pour mettre M. Maurice Kamto, pour continuer les mêmes travers qui mettent en danger l'intégrité territoriale du Cameroun. L'intégrité territoriale du Cameroun ne vous intéresse pas puisque vous avez eu la prétention de collecter de l'argent pour acheter les armes qu'il faut donner à Fried Marshall, un séparatiste criminel. Donc, l'intégrité du territoire ne vous intéresse pas. La cohésion nationale non plus ne vous intéresse pas. Parce que si la cohésion nationale vous intéressait un temps soit peu, vous aurez réfléchi et comprendre que toutes les agressions verbales et physiques que vous avez faites ne vous ont pas amené au stade de gens qui œuvrent pour cette cohésion. Vos agissements à géométrie variable visant des ministres et qui ont souvent eu des réponses. Parce que lorsque vous avez attenté à la sécurité du ministre Mounouna Foutso, vous avez vu la mobilisation qui s'est faite à l'extrême nord. C'était un message qui vous était adressé. Avez-vous vu un seul événement semblable dans la vie politique camerounaise? Voilà donc les dérives dans lesquelles vous avez plongé le pays. Et quand vous plongez le pays dans ce type de dérives politiques graves, qui sont en fait des dérives qui portent les germes de la violence dans la vie politique, comment pouvez-vous faire pour vous réclamer d'une once de moralité, pour parler de moi? Moi, je suis un élu 10 ans durant où j'ai servi la nation camerounaise. Je suis un Sawa qui se mobilise aujourd'hui pour que le pouvoir aille chez les anglophones. Et mon candidat que j'ai décidé de soutenir pour la force de ses convictions, pour sa longue expérience dans la lutte contre la corruption, pour la contribution qu'il peut nous apporter en tant que membre de la société civile camerounaise. Ces raisons, je ne les développe pas pour vous plaire. Je me fiche complètement des membres du Code, des membres de la base. Vous n'avez aucun potentiel politique. Vous n'êtes pas des électeurs. Vous, pour ceux d'entre vous qui pourraient même être des électeurs, vous n'avez aucune capacité à influer sur le cours des événements politiques au Cameroun. Aucune. Tellement vous êtes disqualifiés dans la vie politique camerounaise. Je tiens à vous rappeler au passage que vous avez publié que vous me poursuivez en Europe et que j'étais recherché par Interpol. Je suis au Cameroun. Le Cameroun est un État membre de Interpol. Je ne suis pas poursuivi par Interpol au Cameroun
Au demeurant, je viens de faire un voyage en France où je suis venu parler à la communauté Sawa de la dangerosité de la vision politique extrême et diabolique de M. Maurice Kamto, votre égérie politique, l'homme politique dont vous vous réclamez, pour qui vous avez cassé les ambassades, pour qui vous avez profané l'effigie du chef de l'État, pour qui vous commettez des actes qui relèvent des crimes. Je ne vais pas m'attarder sur cet élément de réponse que j'ai voulu adresser à ces acteurs épiphénoménaux qui font des vidéos, qui agressent Maître Akiré pour dire... Si j'avais le comportement politique que vous avez, je ne soutiendrais pas Maître Akiré Mouna. Parce que vous soutenez Maurice Kamto sur des bases tribalistes. Si un autre acteur politique avait le bilan de M. Maurice Kamto, si un autre acteur politique avait posé les mêmes actes que Maurice Kamto, vous ne seriez pas derrière lui. La preuve, monsieur Issa Chiroma, pour parler de lui un peu, il vient de démissionner. Il a la même trajectoire que Kamto. Il était dans l'opposition et lui, ce n'est pas un doute, il était dans l'opposition. Il a rejoint le régime. Maintenant, il quitte le régime. J'aimerais vous voir vous mobiliser derrière lui. Il a, à plusieurs égards, meilleur profil que M. Maurice Kamto. Il a un parti. Ce parti a des élus. Il est allé aux élections. Il peut se lever maintenant et investir un candidat sans que cela ne pose de problème à personne au Cameroun, ce qui n'est pas le cas de votre candidat pour qui vous avez tant fait du mal au Cameroun. Personne ne vous verra derrière M. Issa Chiroma. Personne. Donc votre mobilisation politique a ses relents tribalistes bien connus. Et c'est justement cette mobilisation tribaliste qui ruine tous les espoirs que le peuple du changement a pu avoir à un moment donné pour la mise en place d'une candidature de large consensus. Parce que à cause de vous, à cause de votre impénitence, à cause de votre exacerbation du repli identitaire, vous avez créé les conditions pour que tous les autres Camerounais vous tournent le dos. Vous vous efforcez à coups de radio et de télévision et d'intervention médiatique à faire des choses qui relèvent du non-sens. Vous vous essayez à faire en sorte que, à présenter M. Maurice Kamto comme le leader de l'opposition. Vous essayez de passer sous silence ceux qui entourent Maurice Kamto. Vous aimez bien Albert Zonga, qui a reconnu lui-même à la télévision, chez Balafon, que c'est lui qui a organisé la fraude électorale en 92. Il y a plus mauvais. Y a-t-il plus mauvais dans l'échiquier politique camerounais qu'un individu qui reconnaît, même si la prescription peut jouer, un individu qui vient reconnaître que c'est lui qui a empêché
que la volonté du peuple camerounais souverain ne soit exécutée en 92. Ce monsieur Abel Zonga, il est dans vos rangs. Il est dans votre camp. Vous n'en faites pas un problème. Vous le recevez. Vous l'avez reçu à Paris. Il se vante de ce que votre parti politique, le MRC, a une proximité avec les ambazoniens. Vous croyez qu'avec ce type de profil, vous pouvez tromper qui sur la dangerosité des faits politiques? Je répondrai sur les accusations que vous faites. Et Limbi est tribaliste, et Limbi est ceci. Mais quand vous aurez fini de dire ça, il faudra dire chacun d'entre vous qu'est-ce que le tribalisme de Limbi lui a fait. Il faudra que chacun d'entre vous dise quel est le préjudice que le tribalisme de Limbi lui a porté. Parce que moi, je peux vous dire le préjudice que vos mouvements nébuleux, vos associations, votre activité politique a fait ou ont fait au peuple camerounais. Je reviens donc sur l'essentiel, qui est que cette vidéo, je la destine principalement à l'effort qu'il faut faire pour que le peuple camerounais se mobilise, d'abord pour que le pouvoir aille aussi chez un anglophone. Comme je l'ai dit la dernière fois, chers compatriotes, le Cameroun que nous avons entre les mains est une construction. C'est une construction qui a été réalisée par des patriarches comme Salomon Tandem Mouna, le père d'Akere Mouna, comme John Goufoncha et le président Ahidjo. Et ceux qui ont accompagné le président Ahidjo dans cet effort de réunification des deux Camerouns. Je tiens à rappeler que ce que nous appelons aujourd'hui le Nozo, c'est à peu près 43 000 km². Et à peu près 4 millions d'habitants anglophones. C'est largement suffisant pour que cette partie du territoire national soit un pays tout entier, avec son gouvernement à part. Il y a des pays plus petits que ceux que je viens de décrire. Il y a des pays qui ont moins de 43 000 km² de surface, de superficie. Il y a des pays qui ont moins d'habitants que toute la population anglophone. Donc, que les anglophones, en 1961, aient choisi de rejoindre leurs frères, ça ne peut pas être passé pour un sacrifice qu'on peut oublier. Il s'agit d'un choix politique fondateur de la nation camerounaise telle que nous la voyons aujourd'hui. Si nous tous, chers compatriotes, nous croyons à l'importance de ce sacrifice, nous ne pouvons pas rester les bras croisés face à une organisation de la nation camerounaise qui
amène ce peuple anglophone qui a fait un tel sacrifice au rang de peuple secondaire, qui doit jouer les seconds rôles. Je tiens à vous rappeler aussi que pendant que du côté francophone, pour accéder à la souveraineté, certains esprits égarés, sous le prétexte de pratiquer du nationalisme, ont fait la violence politique, versé le sang de nos compatriotes. Les Salomon Tandemuna, Diongo Foncha, ont obtenu l'indépendance en 61 sans verser une seule goutte du sang de leurs compatriotes. Vous n'avez jamais appris que pendant qu'il y avait un maquis francophone ou des gens qui se réclament d'être des UPCistes nationalistes versaient injustement le sang sur des bases tribalistes dans le Mungo. Vous n'avez jamais appris que Salomon Tandemuna ou Diongo Foncha ont organisé la lutte armée. Il n'y avait pas le maquis dans le côté anglophone. On a versé le sang de personnes là-bas pour obtenir l'indépendance. Et ils ont obtenu l'indépendance. Mais ils ont fait mieux. Ils ont obtenu l'indépendance en reconstituant le Cameroun tel que les Allemands l'avaient trouvé, un Cameroun unifié. Donc, le sacrifice de ces pères fondateurs est un sacrifice qui nous oblige. Et si nous sommes des Camerounais épris de justice, si nous sommes des Camerounais qui veulent que la nation camerounaise soit organisée sur des bases justes, nous ne pouvons pas accepter que la communauté anglophone, qui représente à peu près 20% de la population nationale, soit une communauté qui ne peut pas arriver aux affaires, qui ne peut pas assumer la conduite des affaires publiques au seul motif qu'ils ne sont pas très nombreux. Comme si la démocratie, c'était la loi du nombre. Non, la démocratie, ce n'est pas aux plus nombreux. Et tous ceux qui veulent faire la démocratie au Cameroun, sur la base du nombre, ils préparent l'éclatement de la nation camerounaise. J'ai l'habitude de le dire. Le Cameroun est un mille-pattes. Toutes ces ethnies que Dieu a placées au Cameroun sont des pattes du Cameroun. L'histoire est venue créer deux entités politiques et culturelles. Les francophones, les anglophones. Ces entités qui sont le produit de notre contact avec les Européens sont devenus des éléments de la réalité politique camerounaise. Les anglophones ne sont pas un groupe ethnique. Ce sont les Sawa qui sont un groupe ethnique, comme les Bamileke sont un groupe ethnique, comme les Bamoun sont un groupe ethnique, comme les Boulou sont un groupe ethnique, et j'en passe. Mais les anglophones sont un groupe politique. J'ajoute même politique et culturel. Pour avoir connu la tutelle britannique, ils sont une partie
du peuple camerounais qui a connu une organisation politique et une organisation administrative, une culture de l'État différente de ce que les Camerounais qui ont connu la tutelle de la France ont. C'est des réalités. J'entends des esprits pervers, des impénitents du mal, tous, malheureusement, francophones, qui s'expriment souvent en disant « Oui, mais qui est anglophone ?» Mais vous parlez des anglophones tous les jours. Et dès qu'on pose la question politique, c'est ce moment-là que vous vous retournez et vous posez la question « Qui est anglophone ?» Comme si l'anglophone, c'était celui qui parle anglais. Non. Il ne suffit pas qu'un Camerounais parle anglais pour qu'il soit anglophone. L'anglophone, c'est le Camerounais ou le descendant des Camerounais qui ont connu la colonisation britannique. C'est eux qu'on appelle les anglophones. Qui peut discuter qu'il existe des anglophones? D'où vous vient la prétention de nier l'existence des anglophones? Ce comportement est exactement celui que certains ont voulu avoir dans la classe politique en niant les autochtones. Vous avez vu des gens qui sont malheureusement tous de la même ethnie, qui venaient sur les plateaux de télévision nier l'existence des autochtones. Vous croyez que c'est des hommes politiques sérieux? Comment vous pouvez nier l'existence des Boulous? Comment vous pouvez nier l'existence des Toupouri? Vous faites comment pour nier l'existence des Sawa? Comment vous faites pour nier l'existence des Douala? Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes pour nier l'existence des anglophones? Vous comprenez mon étonnement? Quand des gens s'asseyent à Londres ou en Allemagne ou je sais où, pour cotiser l'argent, ils sont tous des ressortissants d'un même groupe ethnique, ils veulent cotiser l'argent pour envoyer les armes à Fried Marshall. À ce moment-là, ils savent que Fried Marshall est un anglophone. Ils savent que Fried Marshall est un criminel qui prétend lutter pour la sécession. La sécession de qui? La sécession de la partie anglophone. Donc, il existe au Cameroun une partie anglophone, une partie francophone. Ça ne se discute pas. Tous les livres d'histoire en parlent. Vous ouvrez Google, vous allez trouver cela dedans. Quels sont donc ces Camerounais qui peuvent venir sur la scène politique, nier l'existence des anglophones? Je m'adresse à ceux qui ne nient pas l'existence des anglophones. Nous sommes les plus nombreux. Nous savons que notre pays a connu des drames historiques. La colonisation allemande d'abord. Puis, ensuite, l'ONU a pris le territoire camerounais, l'a partagé en deux. Une partie, on l'a confiée à la Grande-Bretagne. Une partie, on l'a confiée à la France. Et que ces parties-là existent. Et que ces parties se sont battues, mais sont arrivées aux indépendances pas à la même date. La partie francophone est arrivée à l'indépendance le 1er janvier 1960. La partie anglophone est arrivée à l'indépendance en octobre 1961. C'est des faits. Qu'est-ce que signifie nier ces faits?
pour justifier que le pouvoir reste confisqué par les francophones? Les faits sont que le premier chef de gouvernement reconnu par la communauté internationale, c'était André-Marie Mbida. En 56, en 52, 57. Il a gagné les élections législatives du 23 décembre 1956. Et la France, qui n'aimait pas André-Marie Mbida, était bien obligée de le désigner comme Premier ministre, chef de gouvernement. Puis, un autre fait, c'est que Ahidjo, qui était francophone, à l'intérieur de l'Assemblée législative camerounaise, qui était une assemblée où tous ceux qui siégeaient dedans étaient ceux qui avaient été sous la tutelle coloniale de la France. Un autre fait, c'est que la France a acheté les députés en donnant 200 000 francs pour que ces députés, sous la conduite de Ahidjo, un francophone, évincent André-Marie Mbida, que la France n'aimait pas. Parce que André-Marie Mbida a posé des actes qui sont des actes de nationalisme éprouvés. C'est André-Marie Mbida qui a commencé à se battre pour que le clergé catholique désigne des évêques camerounais. C'est André-Marie Mbida qui a commencé à se battre pour que le prix payé aux planteurs de cacao et de café par les négociants coloniaux augmente, que le prix soit augmenté. C'est André-Marie Mbida qui nous a donné ce drapeau que certains profanent, que des gens qui se réclament de la base du code, des nébuleuses terroristes de toutes sortes profanent. C'est André-Marie Mbida qui nous a donné ce drapeau. La devise paix, travail, patrie. C'est André-Marie Mbida qui nous a donné cette devise. Il nous la donne à un moment où les accords de tutelle interdisent au territoire sous tutelle d'avoir l'hymne, un drapeau, une devise. C'est André-Marie Mbida qui nous a donné l'hymne national dont nous avons modifié certaines paroles plus tard pour avoir ce que nous avons aujourd'hui. Ce ne sont pas les criminels de l'UPC. Ils ne nous ont rien laissé. Les criminels de l'UPC, ils nous ont laissé le sang qui a coulé, les villages brûlés, les terres arrachées. Voilà ce que les criminels de l'UPC nous ont laissé. Le dire, ça peut vous choquer. Mais sachez que le dire, c'est dire ce qui est vrai. Et le dire, c'est dire ce qui doit être connu. Parce que le mensonge n'affranchit pas. C'est la vérité qui affranchit les gens. Et vous comprendrez pourquoi je soutiens Akere Mouna. Parce qu'aujourd'hui, il est question d'accroître notre souveraineté nationale vis-à-vis de la France. La France est un pays qui n'a jamais accepté de laisser les Camerounais décider de leurs affaires.
en 1958, c'est la France qui s'ingère dans les affaires du Cameroun pour renverser André Marimbida et amener Ahidjo, qui était à leur goût ou à son goût au pouvoir. La France a accompagné Ahidjo. Vous entendez de nombreux Camerounais évoquer les accords politiques que Ahidjo a dû signer pour être au pouvoir et demeurer au pouvoir pendant 25 ans. Des accords qui ne permettent pas au Cameroun de disposer de lui-même comme bon il lui semble. Ces accords coloniaux ne sont pas l'objet de cette vidéo. Mais personne ne nie l'existence de ces accords. Il y a des Camerounais qui ont fait de la lutte contre ces accords coloniaux leur cheval de bataille. Ils sont connus. Et leur travail, leur engagement, leurs efforts sont louables. Puisque vous voyez très bien que dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, le Mali, le Burkina, le Niger, qui sont des anciennes colonies de la France, comme le Cameroun d'ailleurs, qui n'était pas une colonie au sens juridique du terme, qui était un pays sous tutelle. Mais ces pays ont connu la même influence. Et en raison de ces accords, vous voyez les révoltes des peuples du Mali, du Burkina Faso, du Niger contre la France. Ces révoltes qui prennent des formes politiques que nous ne souhaitons pas au Cameroun. Nous ne souhaitons pas les coups d'État ici. Pour consolider notre souveraineté, nous n'avons pas besoin de coups d'État. Nous avons besoin d'amener au pouvoir démocratiquement des gens qui ne sont pas dans cette mafia coloniale que la France a installée au Cameroun. Et Akérémou Mouna, qui lui est un enfant du pays, issu de la partie du pays qui a connu la colonisation britannique. Les patriarches de cette partie du pays, Diongu Foncha, Salomon Tandemouna, n'ont signé avec la Grande-Bretagne aucun accord. Akérémou Mouna n'est donc pas héritier d'une transaction politique qui nous limite. Il a les mains libres par rapport à toutes les puissances coloniales qui ont pu séjourner au Cameroun. En amenant quelqu'un comme Akérémou Mouna au pouvoir, nous rompons avec la tutelle française. Sans que nous ayons fait des coups d'État, sans que nous ayons fait une révolution, sans que nous ayons fait tous les éclats que nous voyons en Afrique de l'Ouest. Dieu aime le Cameroun. Dieu aime le Cameroun parce qu'il nous a donné des outils pour faire progresser le Cameroun vers la réalisation du rêve des pères fondateurs. Un État souverain. Et Akérémou Mouna apparaît aujourd'hui dans l'échiquier politique comme un instrument efficace que nous avons. Je vois des hommes politiques du côté francophone qui vous disent que la France ne peut pas accepter qu'un anglophone arrive au pouvoir. Donc, si nous amenons un anglophone au pouvoir, eh bien, nous serons en train de dire à la France
monsieur, le Cameroun nous appartient. Il n'est pas la propriété de la France. Nous allons mettre au pouvoir celui que nous voulons. Et celui que nous voulons, c'est Akere. Si c'est Akere, c'est que c'est une défiance vis-à-vis de la France. Amener Akere Mouna au pouvoir, c'est donc une défiance. C'est une victoire sur la France, mais une victoire démocratique. Une victoire sans effusion de sang. Parce que vous ne devez pas oublier que les luttes politiques avec effusion de sang sont des luttes dangereuses. Tous ceux qui ont voulu faire des luttes politiques dans l'histoire du Cameroun en organisant l'effusion de sang ne sont pas arrivés au pouvoir. Vous avez vu la réprobation générale que les propos de M. Kamto à Paris concernant la mort qu'il invite pour accéder au pouvoir. Vous avez vu la réprobation que cela a suscité, y compris par des Sénégalais eux-mêmes. Parce que les Sénégalais n'ont jamais voulu que le sang de leurs enfants se verse pour qu'ils puissent se défaire du régime de M. Macky Sall. Ce sont des accidents graves. Mais M. Maurice Kamto a eu l'outrecuidance d'inviter ce type de destin dans notre pays. J'ai gardé à tous ceux qui font l'apologie du crime dans la vie politique, l'écoulement du sang, pour atteindre des objectifs politiques. Je leur ai gardé ce que la Bible qui ne ment pas dit dans le livre de Nombres, chapitre 35, verset 33. C'est très révélateur. La Bible dit, « Et vous ne devez pas profaner le pays où vous êtes. Et vous ne devez pas profaner le pays où vous êtes. Car c'est le sang qui profane le pays. » C'est dit dans la Bible. Je parle aux croyants, musulmans comme chrétiens, qui dans notre tradition politique se respectent, s'aiment, coexistent, partagent les valeurs de l'islam et du christianisme. À nous tous, la Bible dit, vous ne devez pas profaner le pays où vous êtes, car c'est le sang qui profane le pays. Le sang profane le pays. Donc verser le sang, c'est profaner le pays. Inviter que le sang se verse, c'est donc une faute politique d'une gravité qui doit disqualifier celui qui a une outrecuidance d'inviter à l'écoulement du sang. Mais le tribalisme dont vous aimez, certains parlent, ne les a pas empêchés de se rendre compte qu'ils doivent se désolidariser de M. Maurice Kamto, qui appelle à l'écoulement du sang. Et je dirais que ce n'est même pas la première fois. Parce qu'en 2019, c'est bien lui qui a organisé le renversement du président de la République qui venait à peine de prêter serment. Si les Camerounais étaient sortis de chez eux pour suivre M. Maurice Kamto dans son aventure, qu'est-ce qui se serait passé? Il y aurait eu des morts. Il y aurait eu des morts. Mais il n'aurait pas renversé le régime. Et il ne l'a pas renversé.
S'il y avait donc eu des morts, ça aurait été des morts pour rien. Exactement comme les UPCistes ont occasionné des morts pour rien dans le Mungo, dans la Sanaga maritime. Des gens qui se réclamaient de l'UPC. On nous dit que non, ils n'étaient pas des UPCistes. J'aimerais bien qu'ils ne soient pas des UPCistes. Parce que j'aurais souhaité que jamais l'UPC n'ait les mains tachées de sang. Malheureusement, la vérité, c'est que ceux qui se réclamaient de l'UPC, c'est eux qui ont détruit des vies dans le monde, soi-disant pour des objectifs politiques qu'ils ont atteints, ils ne les ont pas atteints. Donc nous devons avoir une réprobation forte, certaine, contre tous ceux qui, dans la vie politique camerounaise d'aujourd'hui et de demain, invitent à la violence. Et par rapport à ça, vous invite à la violence pour avoir la souveraineté, pour consolider la souveraineté du Cameroun. Nous avons Akere Mouna. Vous ne l'avez jamais entendu inviter à la violence. Il a une profonde culture de l'action politique dans les institutions. C'est très important. Comme John Goufoncha, comme Salomon Tandemouna, la lutte à l'intérieur des institutions, comme André Marimbida, la lutte à l'intérieur des institutions pour économiser les vies humaines qui sont sacrées. Comment pouvons-nous avoir ce personnage et ne pas en tenir compte, alors que nous pouvons l'utiliser pour renforcer la souveraineté en écartant la France de toute ingérence dans nos affaires intérieures? Il ne s'agit pas de rompre avec la France pour en faire un ennemi. Le Cameroun a une tradition de bonnes relations avec les Occidentaux, avec la Russie, avec les Américains, etc. De tout temps, le Cameroun a été un pays non aligné. Akere Mouna, qui a été éduqué dans une tradition du non-alignement, ni son père, ni les patriarches de la région anglophone, ils n'ont signé aucun accord colonial avec la Grande-Bretagne. Si nous utilisons donc Akere, nous pouvons renforcer la souveraineté de notre pays sans faire des clashs, sans perdre tout ce qu'on peut avoir eu de positif dans nos relations avec les puissances occidentales. Nous devons y penser. Je vous ai dit que les élections de 2025 ne sont pas comme les autres. Parce que en 2025, nous atteignons un moment critique. Critique parce que quand la France a renversé André Marimbida, elle a amené Ahidjo au pouvoir. Ahidjo a fait 25 ans au pouvoir. Il a passé lui-même le pouvoir au président Biya, c'est-à-dire à un ressortissant du Sud. Je n'accepterai jamais qu'on dise que Ahidjo était idiot. Il ne l'était pas. Quelqu'un qui nous a gouverné 25 ans durant et qui est à la base de la construction de tout le patrimoine que nous avons aujourd'hui au Cameroun,
si nous pouvons nous vanter d'avoir eu des bateaux, d'avoir eu la Camère, d'avoir eu la Saônelle, d'avoir eu le barrage de Son Loulou, d'avoir eu le barrage de Lado, si nous pouvons nous vanter d'avoir eu la Camship, etc., c'était Ahidjo. Vous ne pouvez pas dire qu'il était un idiot. Ahidjo, dans le cadre du parti unique, personne ne lui opposait la moindre résistance. Il pouvait donc désigner à sa propre succession un autre ressortissant du Nord. Il pouvait le faire. S'il avait mis Sadou Daoudou ou Moussa Yaya, etc., qui aurait fait quoi? Qui aurait levé la bouche, ouvert la bouche pour dire non? Personne. Vu comme cela, nous devons respecter le choix politique d'Ahidjo. Et trouver dans ce choix-là une raison objective. Il a voulu que le pouvoir aille ailleurs. Ce n'était pas qu'on l'a trompé, on lui a dit qu'il allait mourir, c'est pour ça qu'il a quitté le pouvoir. Quand on l'a trompé, on lui a dit qu'il allait mourir. Il pouvait dire, ok, comme je meurs, je laisse mon fils. Il pouvait dire, comme je meurs, je laisse un autre frère dignitaire du Nord. Il ne l'a pas fait. Il a changé la Constitution quelques années avant pour préparer l'arrivée de Paul Biya. Parce que il a mis en place une constitution qui prévoyait que, en cas de vacances à la présidence de la République, le Premier ministre prend le pouvoir et achève le mandat. Ce serait une insulte de considérer que M. Ahidjo ne connaissait pas les tenants et les aboutissants des actes qu'il était en train de poser lorsqu'il décide de démissionner avec Paul Biya comme Premier ministre. Parce que même avant sa démission, même quelques minutes seulement avant sa démission, il pouvait changer le gouvernement et prendre un gars du Nord, le mettre au poste de Premier ministre. Il pouvait le faire. Il ne l'a pas fait. Il a choisi Paul Biya. Et en choisissant Paul Biya, il savait qu'il était en train d'envoyer le pouvoir au sud. Chez les Boulous, le pouvoir était donc en train de marcher. André-Marie Bida, Ahidjo, Paul Biya, ça fait 65 ans. Mais ça fait aussi 65 ans que le pouvoir est entre les mains de la communauté francophone. Tout en marchant, en passant du centre au nord, du nord au sud, le pouvoir est entre les mains des francophones. Si je demande que donnons aussi aux anglophones, démocratiquement, nous-mêmes, ceux à qui la France ne veut pas qu'on donne, si nous décidons de leur donner, n'est-ce pas un affranchissement de la tutelle de la France si nous décidons que nous donnons à un anglophone? Nous serons là en train de défier la France, de mettre un terme à son influence politique. Nous qui voulons donc renforcer la souveraineté nationale, pourquoi ne ferions-nous donc pas ce choix de donner à un anglophone de notre pays, de lui donner en toute souveraineté, de lui donner à l'issue d'un processus électoral démocratique pour défier la France et montrer que nous sommes conscients que c'est à nous de décider de nos affaires. Donc, vous voyez, mon soutien à Kere Mouna n'est pas quelque chose d'improvisé. Mon soutien à Kere Mouna s'inscrit dans l'effort auquel je participe d'accroissement de la souveraineté, du parachèvement de la souveraineté que certains disent que nous n'avons pas entièrement acquise
en 1960, lorsque Ahidjo recevait l'indépendance. Akere est donc un précieux outil d'émancipation. Il est un précieux outil d'émancipation parce qu'il ne sort pas des réseaux mafieux de la France-Afrique. Ces réseaux qui ont fait tant de mal aux pays africains en général et au Cameroun. Akere ne sort pas de là. Il n'est pas un franc-africain. Il n'a pas étudié en France. Il n'est pas un enfant issu de la colonisation française. Ses repères ne sont pas en France. Il ne s'est jamais donné des tuteurs politiques en France. Il a les mains libres. Qui dit mieux? Qui dit mieux dans l'échiquier politique du Cameroun aujourd'hui? Qui dit mieux? Ne m'insultez pas. Dites mieux. Donnez-nous en face d'Akere quelqu'un d'autre qui ne sort pas des réseaux France-Afrique. Donnez-nous le nom de quelqu'un en face de Akere Mouna qui ne sort pas des réseaux France-Afrique. Donnez-nous. Qui a les mains libres par rapport aux éventuels accords coloniaux. Donc, la nécessité pour nous d'avoir Akere, c'est une nécessité qui rentre dans le cadre de la lutte pour le renforcement de notre souveraineté. Mais Akere est plus que cela. Il est plus que cela. Il est l'homme par qui la réconciliation peut se produire entre les anglophones qui sont fâchés et qui ont raison d'être fâchés, mais qui ont pris les armes et qui n'ont pas raison de prendre les armes. Il ne s'agit pas de les rencontrer en cachette. Il s'agit de vider leurs revendications de toute sa substance. Qu'est-ce que les sécessionnistes revendiquent? Ils revendiquent la création d'un État parce que dans l'État actuel où ils sont marginalisés. Quelle autre intelligence il nous faut si nous voulons régler cette affaire? C'est de dire, oui, ils sont marginalisés, de le constater. Je l'ai dit dans plusieurs radios, télévisions. La situation politique que nous avons, la distribution des leviers du pouvoir montre qu'ils sont marginalisés. Ce n'est pas discutable. Quand vous avez le président de la République, qui a toujours été francophone, et qui aujourd'hui est francophone, et qui est là depuis 40 ans, vous avez créé le Sénat en 2013. Et nous qui voulons la justice pour les anglophones, nous avons pensé que tout sera mis en œuvre pour que un anglophone soit donc à la tête du Sénat pour une répartition un tant soit peu équilibrée des leviers du pouvoir. Que non. Les francophones du RDPC et les francophones de l'opposition ne se sont pas offusqués. Ils ont été tous d'accord que le président du Sénat
soit encore un francophone. Mais n'oubliez pas qu'au moment où on met le Sénat en place en 2013, le président de l'Assemblée nationale qui était là, et qui est d'ailleurs toujours là, était déjà francophone. Donc, quand on mettait le Sénat en place, on voyait très bien que en donnant la présidence du Sénat à un francophone encore, il y a problème. Mais les francophones n'ont pas vu ça. Ils n'ont pas vu ça. Tous les voyous qui parlent de moi en Europe, là, les Brice Nietzsche et tout ça, ça ne les a pas dérangés. Ils ne se sont pas plaints qu'on prenne un autre francophone pour mettre à la tête du Sénat, dès lors que c'était un gars de leur ethnie. Comme on mettait le Nyat et que Nyat est banni, c'est bon, on se tait. C'est-à-dire que quand le mal vous profite, à ce moment, vous vous taisez. C'est quand le mal ne vous profite pas que vous vous rendez compte qu'il existe, qu'il est le mal. Non. En mettant Nyat en 2013, on a fait une faute politique. Nous voilà donc, président francophone, deuxième personnalité de la République, président du Sénat francophone, troisième personnalité de la République, président de l'Assemblée nationale francophone. Mais entre-temps, je vous rappelle qu'on a changé le président de la Cour suprême. C'était Dipandamouele avant. Il a fallu, parce qu'il devait aller à sa retraite, mettre quelqu'un d'autre. On n'a pas pensé à un vieux magistrat anglophone. Il y en a. On n'a pas pensé à ça. Tout naturellement, parce que nous estimons que c'est à nous qu'appartient le Cameroun. Nous, francophones. Tout naturellement, et à la satisfaction de tout le monde, on a pris à un francophone qu'on a mis. Je vous rappelle que moi qui parle là, je suis Sawa, et le président de la Cour suprême est Sawa. Mais il aurait pu être un Sawa anglophone. Donc on avait les clés. Le président Biya avait la possibilité de faire des choses qui sont dans l'ordre de l'équilibre et de la recherche de la stabilité. Il a pris un magistrat francophone, on lui a donné la Cour suprême. Nous nous trouvons donc avec président de la République francophone, président du Sénat francophone, président de l'Assemblée nationale francophone, président de la Cour suprême francophone. Et à l'intérieur de la Cour suprême, j'ai déjà eu à le dire, je le répète, la chambre administrative, c'est-à-dire la Cour suprême de la fonction publique, en quelque sorte. Là où se décide en dernier ressort les contentieux avec l'État. On a donné à un francophone. Le procureur général, personnalité importante à l'intérieur de l'agencement juridique, judiciaire du pays, francophone. Mais comme si tout ça ne suffit pas, malgré les récriminations que nous avons faites en 2017 pour justifier le mécontentement de la communauté anglophone, récriminations qui ont permis de corriger un peu en nommant un anglophone au ministère de souveraineté comme le ministère de l'administration territoriale et dans un autre ministère de souveraineté comme le ministère de l'éducation. Même si on l'a saucissonné avec un ministère de l'éducation de base et un autre ministère de l'enseignement professionnel, etc., etc. Mais on a quand même amené un anglophone au ministère de l'enseignement secondaire, qui est un grand ministère, un ministère de souveraineté. Ah, grâce aux récriminations que nous avons eues en 2017. Mais, alors que nous avons l'ordonnancement judiciaire du pays, le chef des cours et tribunaux est déjà francophone. On n'a pas pensé que
on pouvait avoir un ministre de la Justice anglophone. On a mis un francophone. On a mis un francophone. Je vous rappelle que si j'étais comme ceux qui tapent les ministres en Europe, là, je me serais tu. Parce que le ministre de la Justice est de ma communauté. Pourtant, je ne me tais pas. Comme si tout ça ne suffisait pas, le patron, tout le dispositif sécuritaire du pays exclut les anglophones. Comme si les anglophones étaient un élément de l'insécurité. Le patron de la police est un francophone. Le patron de la gendarmerie est un francophone. Le patron de l'armée qui siège à côté du président, c'est-à-dire le ministre de la Défense, vous savez que c'est un ministre délégué. Donc, le collaborateur immédiat du chef de l'État dans la protection de l'intégrité du territoire francophone. Ce n'est pas trop. Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas suffisant pour que nous nous mobilisions pour dire que cette façon de faire n'est pas bonne. Chers compatriotes, pourquoi faut-il un effort particulier pour que les francophones comprennent qu'ils ont eu des comportements excessifs dans la gestion du pouvoir et que ce pouvoir qui marche depuis toujours, qui est parti du centre avec André-Marie Mbida pour aller au nord avec Aïdjo, pour revenir au sud avec Paul Biya, il est juste qu'il aille chez les anglophones. Qu'est-ce qu'il faut pour que nous comprenions ça? Les gens qui m'insultent là, qui ne sont même pas capables de mettre les pieds au Cameroun, parce qu'ils ont peur qu'on les arrête. Moi, je pars en Europe. Je viens de la France. Et les Sawa des États-Unis se préparent à me faire venir là-bas pour prendre un prix qu'ils m'ont octroyé aux États-Unis. J'irai là-bas si l'agenda politique me le permet. Moi, je suis ici en train de me battre pour la justice. Eux, ils se battent pour que leur ethnie arrive au pouvoir. Et pour que leur ethnie arrive au pouvoir, ils sont prêts à fermer les yeux sur toutes les bêtises que leur leader commet ici. Moi, je ne ferme pas les yeux sur les injustices. Pourquoi? Comme je vous l'ai toujours dit, la Bible qui ne ment pas nous dit dans Proverbes chapitre 14, verset 34, que la justice est ce qui élève une nation. Mais le péché, c'est-à-dire ce qui est mauvais, est quelque chose de honteux pour les communautés nationales. Nous devons avoir honte de la manière dont nous avons organisé le fonctionnement du pays et reconnaître que cette manière d'organiser le fonctionnement du pays ne peut pas nous apporter la paix et la tranquillité. Jamais. Jamais. Ne vous mentons pas. Si nous continuons à marginaliser les anglophones, eh bien, leurs revendications vont monter en puissance. Elles vont devenir plus importantes. La lutte armée, injustifiée, malsaine qu'ils mènent, risque de commencer à se justifier dans les esprits des gens. Parce que
nous faisons perdurer l'injustice. Quelle est la raison pour laquelle le ministre de l'Enseignement supérieur est francophone, le ministre de la Police est francophone, le ministre de la Gendarmerie est francophone, le ministre des Armées est francophone, le secrétaire général de la Présidence de la République est francophone, le directeur de cabinet civil est francophone, le ministre de la Justice est francophone, le ministre le président de la Cour suprême est francophone, le président de la Chambre administrative est francophone, le président du Sénat est francophone, le premier vice-président du Sénat est francophone, le président de l'Assemblée nationale est francophone, le vice-président de l'Assemblée nationale, Hilaron Eton, est francophone. Qu'est-ce qui justifie ça? C'est quoi? C'est parce qu'ils sont 20%? Qu'est-ce qui justifie ça? Parce que je peux continuer à citer, sans oublier les fédérations sportives, etc., etc. Ce pays n'est pas un pays de francophones. C'est un pays que nous avons construit en associant deux entités qui auraient pu devenir des États indépendants. Une entité qui était sous la tutelle de la France et une entité qui était sous la tutelle de la Grande-Bretagne. Et nous les avons associés pour réparer ce que la colonisation a fait. Parce que c'est la colonisation qui a divisé. Mais comment pouvons-nous croire que nous avons bien réparé? En prenant l'entité qui était sous la tutelle britannique et en l'effaçant de tout. 2025 n'est donc pas rien. 2025 n'est pas comme 2018. Déjà, en 2018, je vous disais déjà que la paix et la tranquillité dans ce pays passent par la décision de donner aussi le pouvoir aux anglophones. Les choses sont devenues encore plus claires. Vous comprenez? La clarification des choses, c'est elle qui m'amène à soutenir que le pouvoir aille chez les anglophones. Et je me vante d'être dans le camp de ceux qui vous disent que il y a des anglophones compétents. Si vous parlez de compétence, parce que j'entends les gens dire, oui, c'est la compétence. Mais la compétence, c'est seulement les francophones. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que les compétents, on les trouve seulement chez les francophones? Qui vous a dit ça? Les francophones, pour être compétents, cherchent à faire les études maintenant en Grande-Bretagne et aux États-Unis, là où de tout temps les anglophones étudient. Vous connaissez combien d'anglophones qui cherchent à étudier en France? Ils ne sont pas non plus. Je pense qu'ils n'existent même pas. Quelques-uns peuvent le faire pour améliorer leur bilinguisme. Mais les études de finance, les études de sciences politiques, les études de sciences, toutes ces grandes études-là, les gens cherchent à les faire dans le monde anglo-saxon. D'où nous vient donc le sentiment que nous sommes mieux formés que les anglophones. On n'est pas mieux formés que eux. La plus grosse entreprise camerounaise, c'est la CDC. C'est la CDC, le deuxième plus grand employeur après l'État. Cette entreprise, qui est une entreprise nationale, a de tout temps été dirigée par les anglophones. Pendant que les francophones dirigeaient la CAMER est en train de tomber. Pendant que les francophones dirigent la CAMSHIP est en train de tomber. Pendant que les francophones sont en train de diriger les SOFIBEL, les entreprises franco-nationales, les entreprises d'État qui étaient dirigées par les francophones, et que ces entreprises sont en train de tomber, la CDC est toujours debout. Elle est toujours debout. Donc,
devons nous départir de ce type de préjugés insensés. Et la preuve que nous nous sommes refaits, nous nous sommes départis de ces préjugés, c'est de nous mobiliser derrière l'idée qu'il faut que le pouvoir aille chez un anglophone. Et nous en avons qui sont de bonne qualité. Ils sont à l'intérieur du RDPC. Si dans le RDPC, on refuse de donner à un anglophone, ce n'est pas parce qu'il manque les anglophones de bonne couture. C'est parce que ce parti n'a pas intégré la nécessité d'équilibrer le pouvoir. C'est un parti excessif. Avec ceci que les anglophones qui sont là-bas à l'intérieur du RDPC, eux-mêmes choisissent de ne rien dire. Un silence hypocrite. Ça fait donc 65 ans. Combien de temps il faut attendre? Dites-moi combien de temps les anglophones doivent attendre. Ou alors, ils s'en vont. Personne d'entre nous ne veut qu'ils partent. Et je vous rappelle que le territoire anglophone, c'est 43 000 km², avec à peu près 4 millions d'habitants. Je vous ai promis dès le début de cette vidéo que j'allais appeler à la mobilisation. Oui, j'appelle les anglophones, tous, qui sont déjà inscrits dans les listes électorales. Je les appelle à se mobiliser. À se mobiliser pour que la justice soit rendue à la communauté anglophone. Il n'y a pas mieux que eux pour se mobiliser pour cela. Et je vais leur poser une question au regard des chiffres que nous avons. Les élections de 2018. Les élections de 2018. Le Sud-Ouest avait 374 227 inscrits. 374 000 inscrits. Le Nord-Ouest avait 627 068 inscrits. Si vous mélangez les deux, ça fait à peine 1 million de personnes. Pourquoi, chers compatriotes anglophones, pourquoi le jeu politique se joue et vous ne venez pas prendre part au jeu politique? Il y avait moins d'1 million, autour d'1 million de personnes, Nord-Ouest et Sud-Ouest, inscrites sur les listes électorales en 2018. Vous savez que c'est une chose que ces gens soient inscrits. C'est une autre qu'ils aillent même voter tous. Parce que si je regarde le taux de participation au Nord-Ouest, il était de 5,36%. Taux de participation au Nord-Ouest, 5,36%. Les gens ne sont pas sortis pour aller voter. Au Sud-Ouest, le taux de participation était de 15,34%. Vous n'êtes pas partis voter. Parce que, oui, l'insécurité. Mais qu'est-ce qui va faire que l'insécurité se termine? C'est la résolution de l'injustice.
si nous résolvons la question de l'injustice, ceux qui continueront à plonger le pays dans l'injustice ne trouveront plus aucune grâce nulle part. Il faut donc que le peuple anglophone s'implique dans la vie politique. Maintenant, beaucoup d'anglophones sont sortis du Nozo, sont dans le littoral. Vous qui êtes venus au littoral, inscrivez-vous entièrement, massivement dans les listes électorales. Et préparez-vous à vous lever, aller voter, et préparez-vous à aller voter un anglophone pour que vous aussi, vous arriviez au pouvoir et que vous décidiez des affaires de ce pays. C'est moi, le francophone, qui vous dit de le faire. Préparez-vous. Vous, tous les anglophones déplacés à l'ouest. Inscrivez-vous. Préparez-vous à aller voter. Prenez la décision. Agissez pour que l'injustice envers vous-même cesse. Et que le pouvoir aille aussi chez un anglophone. J'entends quelques compatriotes qui n'ont certainement aucun respect pour l'injustice que la communauté anglophone connaît, qui disent oui, c'est le programme. Mais quand je vous vois parler de Maurice Kamto, vous ne parlez pas de programme. J'entends dire il est le leader de l'opposition. Vous ne parlez pas de programme. Il est le leader de l'opposition. Parce qu'il a 0 élu. C'est la première fois au monde que j'apprends que quelqu'un qui a 0 élu est le leader. Face à Cabral Libi, qui a à peu près 211 élus, députés et conseillers municipaux confondus. Toi qui as 0, tu es le leader. Les gens qui disent ça et qui le disent dans les radios, les télévisions, qui sont tous originaires de l'Ouest, la région de Maurice Kamto, ils le disent parce qu'ils sont honnêtes ou bien ils le disent par propagande. Comment quelqu'un qui a 0 peut être le chef, le leader, face aux gens qui ont 10 fois, 20 fois, 30 fois, 400 fois plus que lui? Comment? Vous voyez les contre-vérités que vous essayez d'installer dans les mentalités? Par tribalisme. Eh bien, je demande aux anglophones, ne restez pas là pour que d'autres luttent à votre place. Saisissez l'opportunité que les élections représentent. Venez participer aux élections. Vous avez un candidat. Vous avez Akere Mouna. Vous avez un candidat qui est légitime. C'est-à-dire, il est normal qu'un homme comme Akere Mouna soit candidat. De par son profil. Il n'y a aucun problème sur le profil d'Akere Mouna. C'est un vieux combattant pour la bonne gouvernance. Il est dans la lutte contre la corruption. La corruption qui ronge ce pays. Tous ceux qui viennent vous parler de programme, ils vous parlent du vent. Vous ne pouvez pas construire une route dans un pays corrompu. Vous voyez la route de Douala, la sortie est, ça fait plus de 10 ans
la route ne se termine pas. 9 kilomètres. Vous avez vu la nationale qui doit relier Douala à Yaoundé, le boulevard, qui s'est arrêté à 60 kilomètres, qui n'avance pas à cause de la corruption. Vous avez vu les péages qu'on a construits que personne n'exploite à cause de la corruption. Si je commence à parler de la corruption ici maintenant, vous serez d'accord avec moi dans tout. Jusqu'à demain, on n'aura pas fini de parler de la corruption. Nous avons donc Akere Mouna. Vous avez Akere Mouna. Pour soigner le pays d'un des maux les plus dangereux, la corruption. Mais Akere Mouna, ce n'est pas seulement la capacité à lutter contre la corruption. Et là, je suis dans l'évocation de sa pensée politique. Akere Mouna a un souci à côté de la lutte contre la corruption. C'est que l'une des raisons pour la mauvaise gouvernance dans ce pays, c'est la longévité au pouvoir. C'est la longévité au pouvoir. Vous connaissez combien de pays au monde où quelqu'un est président depuis 40 ans et il n'y a pas la corruption? Akere Mouna s'engage à rétablir la limitation des mandats à la présidence de la République. Si la limitation des mandats, Paul Biya a fait sauter ça, c'est grâce aux gens comme Maurice Kamto. Tous les tribalistes qui font les manifestations à Paris là, et qui font les vidéos pour dire que oui, Limbi a fait ceci, pourquoi Akere Mouna a le soutien de Limbi? Vous avez déjà dit aux gens que en 2008, ce sont les Maurice Kamto avec les Nyat, avec les Pétéjan, avec les Ngoubeyou et tout ça, qui se sont réunis à la maison du parti à Bafoussam pour écrire la motion de soutien, pour demander la modification de la Constitution. Vous avez déjà dit ça aux gens. Il faut dire aux gens que le Maurice Kamto pour qui vous détruisez les ambassades là, le Maurice Kamto pour qui vous tapez les ministres, vous agressez les ministres, ce Maurice Kamto là, il était à la maison du parti avec les autres élites de l'Ouest, les Jean Kweti, les Sinjoum, ainsi de suite, pour écrire la motion de soutien à la révision de la Constitution. Ce n'est pas grave. Vous savez d'où vient l'article 6 de la Constitution qui limitait le mandat? Vous savez d'où ça vient? Ça vient de la lutte de 1990. Les luttes de 90 avec les villes-mortes et tout ça, les sacrifices que nous avons faits pour obtenir la conférence nationale souveraine qui devait réécrire la Constitution. Paul Biya a résisté. Ce qui montre que le RDPC n'est pas une feuille de papier posée sur la table. Si vous soufflez, elle tombe. Non, le RDPC n'est pas comme ça. Le RDPC est résilient. Paul Biya a résisté. Mais il a quand même fait la conférence tripartite. Les patriarches du pays sont venus. Les hommes politiques sont venus. Les hauts fonctionnaires sont venus. Et c'est dans la tripartite qu'on s'est accordé qu'un individu ne reste plus au pouvoir toute la vie.
On a dit, mettons le mandat à 7 ans. Comme ça, si quelqu'un fait 2 mandats, pardon, ça fait 14 ans. C'est largement suffisant. Et on s'est accordé dessus. Tout le monde a été d'accord. Paul Biya a inscrit ça dans la Constitution en 96. Est-ce que une telle disposition n'est pas une disposition absolue que tout le monde doit s'évertuer à protéger, au point où ceux qui prennent la responsabilité de changer cette disposition sont des traîtres qu'il faut bannir. Tous ceux qui ont soutenu la modification de la Constitution ont trahi le peuple du changement. Et aujourd'hui, parce que l'un de ceux qui ont soutenu la modification de la Constitution, c'est Maurice Kamto, vous essayez de faire comme si ce n'est pas un problème. On n'en parle même pas, vous cachez ça. Parce que c'est un gars de votre ethnie. Vous n'êtes pas tribaliste. En agissant de la sorte, vous n'êtes pas des tribalistes. Vous êtes des gens qui aiment beaucoup le Cameroun. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas tribalisme que vous essayez d'édulcorer. Vous essayez de cacher. Vous faites passer cette affaire en sous-main. Alors qu'il s'agit d'une responsabilité politique d'une gravité extrême. Soutenir qu'on enlève dans la Constitution la limitation des mandats. Le résultat, c'est quoi? C'est que en 2011, le Cameroun aurait dû connaître sa première alternance. Parce que quand Biya a inscrit cette limitation des mandats dans la Constitution en 1996, il s'est fait élire en 1997 aux élections présidentielles. Et là, on a remis les compteurs à zéro. On a dit, on vient de faire la nouvelle constitution. Dans le cadre de cette constitution-là, eh bien, le président Biya se fait élire pour la première fois. Il pourra se faire élire pour la deuxième fois en 2004. Et en 2011, il sort. Il sort. Si nous avons le droit de faire des reproches au président Biya aujourd'hui, qu'il a roulé, il n'a pas tenu à sa parole et qu'il est malhonnête, qu'il a roulé les gens dans la boue en venant en 2008 commencer le débat pour dire que les dispositions de la Constitution limitant le mandat à 7 ans renouvelable une seule fois sont antidémocratiques. Parce que c'est ce qui s'est dit à l'époque. Mais le président qui faisait ça était en train de nous rouler dans la boue. Et ceux qui l'ont soutenu, ils faisaient quoi? Ils l'aidaient à nous rouler dans la boue. Ils sont responsables. Ils sont inexcusables. Nous pouvons comprendre que ces gens inexcusables pour avoir soutenu que le président Biya nous roule dans la boue, ils sont dans le RDPC. Tant mieux s'ils sont là-bas. Nous ne les excusons pas. Mais à plus forte raison, excusez ceux qui auraient dû rester donc dans le régime et qui quittent le régime pour venir nous dire qu'ils sont maintenant dans l'opposition. Et vous qui cassez les ambassades, vous qui urinez sur l'effigie du chef de l'État, vous qui tapez les ministres, vous qui boycottez les artistes qui ne sont pas de votre région, vous vous taisez. Vous vous taisez. C'est maintenant Elimbi qui est votre préoccupation parce qu'il soutient Akere.
Mais avant que je ne soutienne Akere, vous ne le souteniez pas. Vous ne souteniez pas l'idée que le pouvoir doit aller chez des anglophones. Vous souteniez Maurice Kamto, qui a soutenu la révision de la Constitution pour permettre à Paul Biya, à partir de 2011, de continuer à se présenter aux élections et de continuer donc à gagner, parce que s'il se présente, il gagne. Vous allez dire que ce n'est pas la faute, les autres vont dire que c'est ci ou ça, mais ce que nous voyons, c'est que chaque fois qu'il s'est présenté, il a gagné. Et il s'est donc présenté en 2011. Il a gagné. Il s'est représenté en 2018. Il a gagné. Ceux qui l'ont soutenu pour modifier la Constitution, que faisons-nous d'eux? Qu'est-ce que nous faisons de tous ceux qui sont partis soutenir la modification de la Constitution pour que le mandat ne soit plus limité? Eh bien, je suis un homme heureux de vous annoncer que Akere Mouna s'engage à rétablir la limitation des mandats. Et dans la conversation, le travail que j'ai eu avec lui, si Akere est élu, il va étendre la limitation des mandats aux autres fonctions. La fonction de député, la fonction de conseiller municipal, les fonctions de sénateur, etc. Parce qu'il n'est pas bon que quelqu'un reste comme Cavaille, 40 ans président de l'Assemblée nationale. Quel est l'intérêt de cette affaire? Est-ce qu'il est bon que quelqu'un reste comme Hilarion Eton, plus de 30 ans, vice-président de l'Assemblée nationale? Ça nous rapporte quoi? Qu'est-ce que ça signifie quoi? Que tous les autres députés ne sont pas capables? Ça n'a aucune pertinence. L'éternité au pouvoir n'a aucune pertinence. Il n'y a pas que Paul Biya qui a déjà duré et qu'il faut changer. Tel que nous sommes partis, Nyat peut rester à la tête du Sénat. Tant qu'il sera vivant, il reste à la tête du Sénat. Si Paul Biya est toujours au pouvoir. La preuve, c'est que le président du Conseil économique et social est toujours président du Conseil économique et social. Ça fait plus de 40 ans. Le Conseil économique et social ne se réunit même plus. L'institution est quasi morte. On n'en parle plus. Il y a des enfants qui sont nés au Cameroun qui ne connaissent pas ce qu'on appelle Conseil économique et social. Parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de ça. Ils n'ont jamais vu une session. Ils ne connaissent même pas le président, Ayan Luc, qui est de l'extrême nord. Ce type de comportement apporte quoi de positif au pays? Rien. Ceux qui sont responsables de l'établissement des dispositions réglementaires ou législatives qui consacrent la capacité de certains individus à rester au pouvoir toute la vie, ils sont mauvais, négatifs pour notre pays, y compris ceux qui les ont soutenus. C'est dans ce sens que je dis, vous tous qui soutenez Maurice Kamto pour des raisons tribales, vous êtes autant dangereux que lui-même. Et Akere Mouna, qui est un homme de loi, il s'engage à verrouiller la Constitution pour que demain ou après-demain, la Constitution ne soit plus quelque chose que chacun peut modifier avec 2 ou 3 copains. On est assis quelque part, on modifie la Constitution. Vous voyez, on est encore sur le point de modifier la Constitution là, pour fabriquer un poste de vice-président. N'est-ce pas? Chacun modifie la Constitution à sa guise. Comme Kamto a soutenu la révision de la Constitution,
Cela veut dire que si lui-même il est aux affaires demain, il va aussi procéder à des révisions de la Constitution. Chaque fois que ça va être important pour lui, il va procéder à la modification. Comme il a soutenu le principe de faire sauter la limitation des mandats, cela veut dire que lui-même aussi est dans l'école de pensée qui voudrait qu'un homme puisse être président 14 ans, 21 ans, 28 ans, 30, etc., etc. Il est dans cette logique-là. Depuis que je l'entends parler là, je ne l'entends pas dire que si je deviens président, je vais enlever la limitation, je vais remettre la limitation des mandats. Il ne peut pas nous le dire. Parce que s'il nous le dit, nous allons lui demander, tu as d'abord soutenu qu'on enlève ça, pourquoi? Nous avons lutté en 90, nous avons obtenu la limitation des mandats. Tu es parti soutenir, quand tu étais dans le camp du pouvoir, tu es parti soutenir qu'on enlève ça dans la Constitution. Et aujourd'hui, tu veux enlever Paul Biya, qui s'éternise au pouvoir, grâce à vos agissements. Vous êtes inexcusable, monsieur. Et tous ceux qui, par tribalisme, essayent de faire des vidéos contre Libye ne changent rien aux actes qui sont posés et à leur pertinence. Vous êtes responsable de la survivance du président Biya au pouvoir depuis 2011. Parce que le président Biya aurait dû partir automatiquement en 2011. Aujourd'hui, je vous ai donc parlé de la limitation des mandats que Akeremouna entend rétablir. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai d'autres aspects de sa vision politique. Mais rétablir la limitation des mandats et étendre la limitation des mandats aux autres fonctions électives est une grande révolution, un grand pas vers l'avant. Regardez, le président Biya est arrivé au pouvoir avec Abdou Diouf. Abdoulaye Wade l'a trouvé. Macky Sall l'a trouvé. Diomaye l'a trouvé. Pendant ce temps, nous sommes avec les Bensikines comme moyen de transport. Le Sénégal va vers le métro. Voilà les fruits de l'alternance. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo pour parler des autres aspects de la vision de Akeremouna et la nécessité de nous mobiliser pour la justice envers la communauté anglophone. Bonsoir.